Alors, est-ce que vous connaissez ce terme congruente? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non? Donc, congruent, c'est lorsque, eh bien, les deux états ou deux phases ont la même composition. Par exemple, entre le solide et le liquide, si le solide et le liquide ont même composition, on dit que la fusion est congruente. Donc ici, on va l'appliquer à notre verre, c'est-à-dire est-ce que la composition dissoute est égale à la composition initiale du verre. Donc, on va essayer de voir si donc la composition du verre dissous donc, est égale à la composition du verre initial. Donc ça, c'est une question. Hein. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc pour ça, eh bien, vous voyez que vous avez les vitesses, vous avez les masses dissoutes, donc vous allez pouvoir déterminer les vitesses de dissolution. C'est-à-dire la variation de la masse par le temps, delta n sur delta t. Donc, c'est uniquement ce paramètre qui va nous permettre de voir si, effectivement, la dissolution est congruente. Alors, je vais changer donc de page. Donc, j'attends peut-être que vous donnez le temps d'écrire. Donc, vous avez donc écrit donc la vitesse de dissolution. Donc là, je reprends mon document. Alors là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous voyez, j'ai tracé en pointillé donc les deux portions donc de droite, approximativement, pour SiO2. Et ça va me permettre de déterminer les vitesses. Alors, là, je vais vous donner donc les valeurs. Vous allez pouvoir donc noter, soit sur le texte du TD si vous avez pu l'imprimer, ou soit sur un papier donc à côté. Donc, vous voyez que on va pouvoir en fait définir une variation de masse par rapport à un temps donné. Et donc, dans le cas donc, de la silice, donc vous voyez que avant 20 minutes, je peux dire que j'ai approximativement 1,1 mg dissous par minute, alors que si on se place après 20 minutes, c'est-à-dire en milieu basique, vous voyez, on passe à 3,3 ici. Et puis, si on s'intéresse donc à K2O, vous voyez là, on a quelque chose qui est linéaire, indépendant du temps. Donc, on va avoir ici 2,9 mg. Donc, pour en fait savoir si la dissolution est congruente, eh bien, en fait, on va faire le rapport des vitesses. Si en fait, j'écris donc ceci, donc vitesse de SiO2 sur vitesse de K2O, je vais pouvoir la comparer à la masse de SiO2 et la masse de K2O du verre initial. Ou je peux également comparer la nombre de moles. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais juste changer. Je vais remplacer donc la masse par le nombre de moles. Alors, il y a un trait qui est apparu, gommé. Voilà. Donc, je remplace ici. Alors, je vais le réécrire.
non pas les masses, mais les nombres de moles. On peut facilement passer de l'un à l'autre. Donc, on a N SiO2, N K2O, et ça, on sait que c'est égal. Alors, quelle est la valeur? La composition du verre, c'était 75 SiO2, 25 K2O. C'était la composition donc, du verre. Donc là, c'est égal à 3. 75 divisé par 25. Alors maintenant, si on essaie donc de calculer ici les vitesses, les rapports des vitesses, alors on va plutôt raisonner par rapport à un nombre de moles. Donc ici, SiO2, alors là, je vais m'intéresser plutôt aux valeurs, donc à un temps supérieur à 20, là où je sais que le verre est vraiment dissous, totalement attaqué. Donc ici, je vais prendre 3,3 que je vais diviser par la masse molaire. Donc, vous voyez, la masse molaire de SiO2, c'est 60,1. Donc, je vais avoir en fait une vitesse en mol par minute, donc 60,1. Et je vais le diviser par l'équivalent pour K2O. Donc, vous voyez, c'est 2,9 divisé par 94,2. Alors, si on fait donc l'application numérique, donc 3,3 divisé par 60,1 divisé par 2,9 divisé par, donc ici, 94,2, on obtient 1,78, on va l'arrondir à 1,8. Donc, 1,8, vous voyez, est très différent de 3. Donc, on peut dire que la dissolution n'est pas congruente. Donc ici, dissolution non congruent. Vous voyez qu'on a moins de silice que dans le verre initial. Comment on pourrait expliquer qu'il y ait moins de silice dissoute que de K2O, même si on vient de voir qu'à pH basique, le verre est totalement dissous. Comment on pourrait l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe à la surface du verre une fois que la silice est dissoute? On a vu tout à l'heure que l'on formait un gel de silice. Donc, si on forme ce gel, eh bien, la quantité dissoute va en fait être plus faible que celle du verre donc initial. Donc ici, donc cette dissolution non congruente, elle peut s'expliquer par la formation du gel de silice. Donc la silice, eh bien, elle reforme donc ce gel, donc sa quantité dans l'eau va diminuer. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi on a eh bien, ce rapport donc en masse qui est donc plus faible pour la silice par rapport donc au verre initial. Donc ça peut être une explication donc par rapport donc à ce résultat. Alors pour terminer cet exercice, on va parler donc de l'effet de la pollution sur les vitraux. Et ça, c'est un problème important. Donc, les vitraux, dans toute l'Europe, on en trouve beaucoup dans les églises. Et on a vu en fait une
dégradation, hein, donc ce qu'on appelle également une altération donc du vitrail, donc notamment au XXe siècle, hein, avec l'augmentation de la pollution. Donc on va essayer d'expliquer donc ceci. Alors, si je passe à la dernière question. Donc, vous voyez que dans le texte du TD, donc on vous parle donc de pollution qui en fait va altérer. Donc, altérer, c'est détruire hein, donc le vitrail. Alors, je vais reprendre mon stylet. Donc, vous voyez le terme altération du vitrail. Et en fait, on va voir apparaître à la surface du vitrail. Donc, vous avez le vert ici. Et vous allez en fait avoir, eh bien, en surface, alors je vais changer de couleur. Alors, ici, j'arrive à changer les couleurs, ça n'apparaît plus. Voilà. Donc, en fait, on va voir en surface, eh bien, en une couche, vous voyez, donc, de sulfate de calcium. Donc, sulfate de calcium, c'est CaSO4. Donc, ce qu'on appelle également le gypse. CaSO4. On a également donc l'équivalent avec du potassium, du sodium, hein, donc on peut avoir K2SO4, etc. Et puis, vous voyez qu'on a également des carbonates. Hein, donc, carbonate, bah, ça peut être du carbonate de calcium, et puis tous les autres carbonates possibles. Donc ça, on va essayer de l'expliquer à l'aide de la pollution. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des pluies acides? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle réaction produit des pluies acides? Notamment, il y a un composé gazeux qui est présent dans l'atmosphère du fait donc eh bien de la combustion donc d'un certain nombre de produits, hein, donc des combustibles et qui en fait provoquent ces pluies acides. SO2. Oui, hein, donc effectivement, on a voilà, effectivement. Donc si on prend le cas de SO2, eh bien en fait quand il est en présence de dioxygène, il y a l'équilibre suivant qui se met en place avec formation de SO3. Et SO3, ben, si vous rajoutez de l'eau, qu'est-ce que ça vous donne? Sulfuric acid. Oui, ça va donner de l'acide sulfurique H2SO4. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement les pluies acides. Et SO2, ben, en fait, c'était présent donc, dans un certain nombre donc, de combustibles, hein, donc dans le charbon, également de le gaz naturel. Hein. C'est pour ça qu'on a essayé d'éliminer donc le soufre hein, pour éviter donc l'apparition eh bien, de ces composés tels que SO2 et SO3. Donc ça, c'est lié à la combustion. Hein. Donc du charbon, hein, de l'essence, enfin, du charbon, du gaz. Donc tout ça, en fait, provoque effectivement la formation donc, de SO2. Donc on a ici un acide, et vous savez que H2SO4 est un acide fort. Donc on va voir apparaître quel type de réaction à la surface des vitraux. On a parlé tout à l'heure, alors c'est vrai que c'est un terme assez difficile, c'est la réaction de lixiviation. Donc ici, on va en fait pouvoir écrire
Alors, je vais prendre mon stylet. On va avoir, donc, par exemple, notre liaison SI au moins K plus. Si on rajoute donc H2SO4, donc ici, on va en fait extraire les ions K+. On va avoir en fait des ions sulfates. Alors, si on veut équilibrer, on peut mettre deux liaisons, donc SiOK, donc avoir 2K+. Ici, donc, un ion SO4 de moins. Et donc, vous voyez que quand l'eau s'évapore, eh bien, on va former K2 et SiO4 qui va en fait précipiter. Lorsque l'eau eh bien, donc, s'évapore de la surface du vitrail. Donc, ces réactions, je pourrais l'écrire avec du calcium, ça serait la même chose. Sauf que là, on aurait besoin d'une seule liaison SiO-Ca. Donc, formation de CaSO4, K2SO4, Na2SO4. Dès qu'il s'agit donc de liaisons plutôt à caractère ionique, eh bien, on va avoir donc ces réactions de lixiviation. Donc, on a expliqué donc la formation donc, de CaSO4, de K2SO4. Alors maintenant, si on regarde le cas des carbonates. Donc, carbonate, on peut penser qu'il s'agit également d'une réaction en milieu acide. Donc, d'où vient en fait l'équivalent donc, de CO3 2- en milieu acide? C'est ce qu'on appelle H2CO3, l'acide carbonique, qui va se former, eh bien, comme dans le cas de SO2, donc avec de l'eau. Alors, je vais effacer cette partie ici. On a un petit peu de temps. Donc, je reprends mon stylet. Donc, ici, CO2. Donc, je rappelle que CO2, en fait, malheureusement, la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente avec donc l'effet de la pollution. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, donc lié au réchauffement donc climatique, dont on entend parler beaucoup aujourd'hui. Donc, CO2 plus H2O. Alors là, c'est un équilibre. Ça va vous donner donc H2CO3. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acide carbonique. Donc, cet acide carbonique, eh bien, il va comme l'acide sulfurique, mais de manière moins importante, puisque H2CO3, c'est un acide faible. Au contraire de l'acide sulfurique. Mais on va quand même, en fait, voir apparaître ici, donc, si j'écris donc ma réaction, donc à nouveau avec mes liaisons donc qui vont subir la lixiviation, donc on va se retrouver avec, alors si on ajoute donc H2CO3, donc on peut former donc ici des carbonates, donc par exemple K2. Alors, pardon, j'ai mal écrit. Je gomme ici, je reviens avec mon stylet. Donc, on peut avoir ici l'équivalent de K2CO3 qui va en fait précipiter. Donc, formation également de carbonate donc, à la surface. Alors, en fait, on s'est aperçu, quand on a regardé en fait eh bien, l'altération des vitraux. Donc, si je représente donc, le vitrail, donc à l'extérieur,
et à l'intérieur, eh bien, en fait, on s'est aperçu que l'altération, notamment avec la formation de CaCO3, elle était plus importante à l'intérieur. Alors, si je mets ici, donc on avait un petit peu plus ici de CaCO3, donc à l'intérieur, donc par exemple des églises. Alors ça, il y a plusieurs explications. Donc le CO2, il y a déjà l'activité humaine. Hein, quand on respire, on dégage beaucoup de CO2. La respiration. Mais il y a également le fait que, eh bien, dans les églises, on faisait brûler des bougies. Vous voyez ce qu'est un bougie? Et donc, la combustion des bougies, ça donne beaucoup de CO2. Donc, ça peut effectivement expliquer, donc ici, donc cette attaque plus importante à l'intérieur donc de l'église qui pourrait être due donc soit à la respiration humaine ou soit donc ici au fait que on faisait de la combustion, notamment de la combustion donc des bougies à l'intérieur donc ici des églises. Donc vous voyez l'importance ici de la composition des verres. Donc verre donc très riche en K2O qui était néfaste par rapport à la stabilité donc de ces verres vis-à-vis de l'eau et notamment vis-à-vis des eaux acides. Et avec la pollution, les pluies acides, et en fait on a vu une augmentation de l'altération donc des vitraux. Alors maintenant on va revenir donc aux documents donc de cours et on va parler donc de